Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité politique ce matin, député des Landes, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Oriane, bonjour Boris Vallaud. Beaucoup d'actualités à voir avec vous, Boris Vallaud. On commence par cette motion de censure qui a donc été rejetée par l'ensemble de l'Assemblée nationale, en tout cas pas adoptée. Le gouvernement n'a pas été renversé. Mais le Rassemblement national a fait le choix, à la surprise un peu générale, de voter la motion de censure de la gauche, de la NUP. Est-ce que vous regrettez que le Rassemblement national ait voté avec vous ? Je veux dire, moi je m'en réjouis pas. Je combats le Rassemblement national tous les jours dans l'hémicycle. Et dès le premier jour, dans ma réponse à Elisabeth Borne, dans son discours de politique générale, j'ai mis les points sur les i. Il n'y a rien de banal à ce que l'extrême droite soit dans une enceinte républicaine. Je l'ai redit d'ailleurs au moment de défendre la motion de censure, que tout nous séparait, comme socialistes, comme hommes de gauche et comme républicains de l'extrême droite. Donc je le dis évidemment avec netteté. Donc vous aurez préféré que le RN ne vote pas cette motion de censure ? Mais je vous le dis, je ne m'en réjouis pas. Et elle l'avait dit d'ailleurs qu'elle ne le voterait pas. Elle avait sa propre motion que nous n'avons pas votée. Et que les choses soient claires, nous ne voterons jamais une motion de censure de l'extrême droite. Comme nous ne votons pas les amendements qui viennent de... Nous n'avons pas voté, nous n'avons pas mis de bulletins dans quelque urne que ce soit pour les désigner à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Mais là, Marine Le Pen, elle a dit qu'elle a voté parce qu'elle était présentée en termes acceptables. Ce sont ses mots. Est-ce qu'il aurait fallu une motion plus résolument à gauche pour que le Rassemblement national ne la vote pas ? Elle était identitaire. Elle était une résolution de gauche. Quand on lit le journal du lendemain, évidemment, on sait bien ce qu'il aurait sans doute fallu faire. Il faut peut-être maintenant durcir les choses. Je le crois. Est-ce que certains chez vous regrettent qu'un passage sur l'immigration, par exemple, ait été retiré ? Oui, mais ça c'est faux. Il n'y a jamais eu de passage sur l'immigration, donc il n'a jamais été retiré. Donc vous savez, il y a des gens qui sont toujours de bons conseils, ils le sont toujours rétrospectivement et quand ils ne sont pas au premier chef concernés. Moi, je vous le dis, j'ai toujours été intransigeant sur ce sujet-là et je continuerai de l'être. Parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Tout nous distingue. Tout nous distingue. Voilà. Mais est-ce que tout le monde l'était au sein de la NUP ? En clair, est-ce qu'il y a eu des divergences entre vous et la France Insoumise ? La question qui s'est posée, c'est parce qu'il y avait eu un député de la France Insoumise qui avait laissé supposer qu'il y avait des circonstances très particulières. C'est si le gouvernement introduisait la réforme de l'assurance par amendement où il pourrait voter, c'était une option personnelle, une motion de censure de l'extrême droite. Ce débat, on l'a eu. On l'a eu et on l'a eu en franchise. Et les choses ont été clarifiées. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, personne à gauche n'a voté la motion de censure de l'extrême droite. Voilà, il y a cette digue que nous mettons entre eux et nous. Et si ils votent les motions, s'ils votent nos textes, c'est-à-dire je vois que le Rassemblement national vote les propositions, les amendements, que ce soit de la droite, de la gauche, de tout le monde. Ils sont propriétaires de leur vote. Mais je le redis, tout nous distingue. Et notre intransigeance et notre vigilance. Il y a quand même certains députés écologistes, alors très peu, qui n'ont pas du coup voté la motion de la NUP, voilà, pour ne pas mêler leur voix à celle du Rassemblement national. Est-ce que vous, quand vous avez appris que le RN allait voter votre motion, vous avez hésité ? Moi, je vous dis, c'était un coup de poing dans le ventre. Voilà, je vous le dis tel que je l'ai ressenti. Et je me suis dit, finalement, est-ce que c'est le Rassemblement national qui doit décider de mon vote sur mon texte ? Voilà, d'utilisation des instruments qui sont mis à disposition du Parlement. Est-ce que je me réjouis d'abord qu'il y ait eu la nécessité d'une motion de censure ? Parce que revenons quand même un tout petit peu aux choses. On était en train de débattre d'une loi de finances composée de 26 articles. Il y a eu 4 articles d'examinés. Et je vous assure, le débat a été serein. Il n'y a pas eu d'obstruction. Nous avons à gauche déposé moins d'amendements que le groupe Renaissance, c'est le groupe de la majorité. Il y a d'ailleurs sous les yeux parfois plein de reproches du gouvernement, des accords qui se sont noués autour d'amendements qui nous paraissaient de bon sens. Je pense à celui de Jean-Paul Mattei, qui est le président du groupe Modem, sur les hyper-dividendes. Et puis il y a des débats de fond qui se sont construits, des désaccords qui se sont exprimés. Mais à un moment donné, le gouvernement a interrompu de façon prématurée. Il n'en est pas l'obligation. Il y a d'autres mesures dans les lois organiques qui permettent de prolonger le débat et de tenir des calendriers. La France ne serait pas restée... Pour revenir à ce texte sur la motion de censure, est-ce que désormais vous allez être plus vigilant sur la manière de rédiger les textes afin de ne pas ouvrir une porte au vote ? Bien sûr, et je vais vous dire, depuis le premier jour, c'est une question. Comment on est dans cette Assemblée avec 89 députés d'extrême droite ? C'est une question de chaque instant. Elle s'est posée d'ailleurs très vite quand il a fallu désigner le bureau de l'Assemblée nationale.
avec des questeurs et des vice-présidents. Et toute la gauche a dit, nous ne voterons pas pour que soient désignés des députés avec lesquels nous ne partageons rien. Ça n'a pas été le choix d'autres. Après, moi, je ne confonds pas tout. Hein. Je ne suis pas en train d'insulter tel ou tel député de la majorité. Je dis que ça n'est pas banal et que tout ce qui doit être entrepris, c'est que ça ne sera jamais banal. On va écouter la réponse de la majorité, en tout cas Gabriel Attal, qui était hier matin l'invité de France 2. Écoutez ce qu'il a dit à propos du vote des députés socialistes. Ce qu'on voit, c'est que les députés socialistes, les députés écologistes se retrouvent à faire du blanchiment de vote extrême. On le savait avec l'extrême gauche et la France insoumise, on l'a découvert hier soir avec l'extrême droite et le Rassemblement national. Moi, j'ai une pensée pour les électeurs qui ont fait confiance à des députés socialistes ou écologistes. Je pense qu'ils pensaient que la gauche allait continuer à creuser des digues avec le Rassemblement national et l'extrême droite. Ils ont découvert hier qu'elle construisait des ponts. Qu'est-ce que vous répondez à Gabriel Attal ? Que c'est faux et ordurier, voilà, et que tout n'est pas permis en politique. Je veux dire, j'ai dit avec netteté, Gabriel Attal aurait pu avoir l'honnêteté de le dire, les choses dans l'hémicycle. Devant lui, d'ailleurs. Il les a entendues, il n'était pas ailleurs. Et que, oui, c'est à tous les républicains de construire des digues. Et elles doivent être infranchissables. Et donc, ce genre de petites phrases, honnêtement, elles n'ont pas lieu d'être. Sinon, je veux dire, on peut tous se poser la question de savoir qui a voté quoi. Je note d'ailleurs que l'extrême droite a voté les 2 motions de censure de la dernière législature, a voté celle de Bruno Le Maire, qui avait été signée et votée par Bruno Le Maire contre la loi Macron. Bon, donc je veux dire, je vous dis, quand on lit le journal du lendemain, on a toujours plein d'idées. Un dernier mot là-dessus. En tout cas, les choses est claires. Ma position n'a pas varié, celle des socialistes n'a pas varié. Nous le disons à la majorité, nous le disons à nos partenaires à gauche. J'allais dire notre ennemi, notre adversaire politique résolu, c'est l'extrême droite et toutes les valeurs qu'il véhicule et qui sont à rebours des nôtres. Un dernier mot là-dessus. Est-ce que vous êtes retrouvés hier entre socialistes, il y avait un bureau national, est-ce que ça a fait débat ? Mais bien sûr que ça fait débat, mais heureusement que les bureaux nationaux du Parti socialiste sont des lieux de débat, sinon où est-ce qu'on en aurait entre nous ? Donc ça crée des divisions au sein de votre parti ? Ça crée des questionnements. Et je veux dire, moi j'ai dit les choses avec netteté, comme je le fais ce matin, et la vigilance, elle doit toujours être là, et elle doit redoubler dans certaines circonstances. Quand vous lisez Jean-Luc Mélenchon qui dit il manquait 50 voix pour éjecter le gouvernement, nous sommes prêts pour la relève. Ce nous, il vous pose problème ? Écoutez, qu'on soit placé dans la nécessité de construire une alternative à l'extrême droite, parce que je ne veux pas que les prochains, ce soit eux. Et à Emmanuel Macron, oui, c'est un devoir que nous avons, dans la fidélité à ce que nous sommes à gauche. Voilà. Et pour ce qui me concerne, comme président du groupe socialiste, à ce que je suis comme socialiste, avec une histoire longue. Nous sommes le groupe le plus ancien de l'Assemblée nationale, 130 ans l'année prochaine. Et puis, je ne me réjouis pas aussi de ce fonctionnement totalement dysfonctionnel de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai fait 7 pages de... Pourquoi dysfonctionnel ? Parce qu'il y a un parlementarisme de fait, issu des urnes, que le gouvernement a une majorité relative. Et qu'il nous faut apprendre. Et d'abord, le gouvernement. Le président de la République l'avait dit. Il va falloir apprendre à légiférer autrement et à gouverner autrement. Est-ce qu'ils légifèrent autrement ? Est-ce qu'ils gouvernent ? Non, ils ne le font pas. J'ai fait 7 pages de propositions. On a repris des amendements des 2 oppositions. Oui, ils ont repris 112 amendements, je crois, de la majorité et 13. Et 17. Voilà, et 17 des oppositions. Et franchement, des hochets. Donc, faut arrêter. La question qui se pose à nous tous, c'est comment on fait marcher cette Assemblée nationale dans une configuration qui est un parlementarisme de fait. J'ai fait 7 pages de propositions à la présidente de l'Assemblée nationale. Moi, je crois que le compromis, elle le fera sans doute, que le compromis, c'est d'abord une méthode. Ça ne peut pas être simplement un ralliement. Sinon, ça n'existe pas. Et nous ne cesserons... Vous demandez le changement des règles au sein de l'Assemblée nationale ? Je pense que nous devons interroger nos pratiques, que nous devrons, à cadre juridique constant, hein, on peut changer les choses. Et peut-être même légiférer pour légiférer mieux ce qu'ont été capables des majorités relatives dans l'histoire. Yael Braun-Pivet aussi a dit ça. Elle dit qu'il faut défendre le débat au Parlement. Passage à l'acte, vous voyez ? Passage à l'acte maintenant. On va parler des super profits. Oui, vous parliez des super dividendes. Vous avez, souhaité un référendum d'initiative populaire sur les super profits. Le Conseil constitutionnel a estimé hier soir que cette demande ne remplit pas les conditions. Quelle est votre réaction à ça ? Ma réaction, c'est d'abord de la déception. Évidemment, quand on entreprend une démarche comme un référendum d'initiative partagée pour que les Français puissent se prononcer sur un sujet qui les concerne, et je crois qu'ils appellent de leur vœu, c'est une déception. Bon, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui, pour la première fois, légifère sur un sujet sur lequel il ne s'était jamais prononcé. Et la question, c'était de savoir si cette mesure fiscale pouvait être considérée comme une mesure de politique économique. Mais vous comprenez cette décision, pour vous, elle est politique ?
Je ne vais pas dire qu'elle est politique. Même si, évidemment, on a toujours posé la question du Conseil constitutionnel et de sa représentation. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a une décision. Moi, j'en prends acte de cette décision. Est-ce qu'on peut retravailler le texte? Est-ce qu'on a d'autres voies et moyens? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je proposerai à mes collègues socialistes que dans la niche parlementaire du groupe socialiste, il y ait une proposition de loi sur les super profits. Et je sais que mes collègues au Sénat, puisque j'en ai parlé avec mes collègues du Sénat, j'en ai parlé avec Rémi Féraud, j'en ai parlé avec Patrick Kanner, vont aussi, dans le débat budgétaire qui va bientôt s'ouvrir ici au Sénat, vont pousser cette proposition. Pourquoi? Donc vous continuez le combat parlementaire là-dessus. Je voudrais simplement en donner le sens, et qui a été le sens du débat, parce que celui qui s'en tire à bon compte, c'est quand même le gouvernement. C'est que la question que nous posions à travers des recettes supplémentaires sur les multinationales, sur les très riches, c'est qui va payer le quoi qu'il en coûte? Est-ce que c'est ceux qu'on a applaudis à 20h, les classes populaires et les classes moyennes, ou est-ce qu'un effort supplémentaire de solidarité nationale, demandé à ceux qui le peuvent, va permettre justement un plus juste fardeau? Et la réponse du gouvernement, c'est on ne touchera pas à cela, mais en revanche... Eux disent que ça doit se faire au niveau européen. Pour pas faire fuir. Sauf qu'ils vont récupérer 200 millions, là où en réalité c'est les milliards qu'il faudrait récupérer. Et comment ils répondent à cette équation que je viens de poser? Ils disent non, on ne va pas toucher à l'argent des multinationales et des hyper riches. Et donc les PME continueront de payer les impôts des multinationales qui ne les payent pas. Les classes moyennes continueront à payer les impôts des très riches qui n'en payent pas suffisamment. Et donc qui va payer? Ceux qu'on a applaudis à 20h. Il y aura moins de droits au chômage, il y aura moins de droits à la retraite, il y aura moins de droits au RSA. Donc vous dites que c'est les classes moyennes qui vont payer le quoi qu'il en coûte. Exactement. Et je crois que c'est ce que vous avez dit d'ailleurs dans votre discours. Exactement. Dans le moment dans lequel nous sommes, où la vie est difficile pour les Françaises et les Français, pour toutes celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre et qui n'en vivent pas toujours bien, parce que la question des salaires a aussi été posée, la question du pouvoir d'achat a été posée, eh bien je crois qu'il y a des différences de philosophie. Mais oui, c'est ça le débat parlementaire, c'est ça qui doit nourrir. C'est ça, quand je parle de parlementarisme fait autour de ces questions-là, de ces polarités-là, qu'on doit se poser la question de savoir s'il y a des points de convergence. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais enfin qu'on ait des espaces où on puisse en parler. Alors justement, Emmanuel Macron, lui, est sur France 2 ce soir pour répondre à des questions de politique nationale. Qu'est-ce que vous attendez de cette intervention? Est-ce que vous attendez des annonces et lesquelles? Écoutez, il y a plusieurs sujets qui aujourd'hui préoccupent les Françaises et les Français. Il y a d'abord la situation internationale et la guerre en Ukraine. Je souhaite que le président en parle et qu'il en parle avec clarté et avec netteté. La France doit continuer de se tenir aux côtés du peuple ukrainien dans le conflit qui l'oppose à la Russie de Vladimir Poutine. Ça veut dire qu'il faut continuer... Non, ça veut dire qu'il faut faire plus et mieux. Il faut continuer à sanctionner la Russie et il faut sans doute plus de moyens militaires pour les forces armées ukrainiennes. Et puis, il faut aussi être sans ambiguïté sur ce que nous reconnaissons comme frontières. Les frontières de 91 sont les seules frontières internationalement reconnues. Et donc, voilà, il faut être aux côtés des Ukrainiens parce que c'est une guerre contre l'Ukraine, en Europe et contre l'Europe, parce qu'on voit bien ce qui se joue. C'est des guerres de modèle politique. Et en matière de politique nationale, qu'est-ce que vous attendez? C'est pas un petit sujet, la question ukrainienne. Enfin, je sais que vous en convenez. Mais il y a la question du pouvoir d'achat, qui me paraît aujourd'hui absolument impérative. La loi pouvoir d'achat, au fond, elle était, du point de vue des Français qui ont du mal à joindre les deux bouts, consommée au moment où elle était votée. Ils avaient déjà un certain nombre de difficultés et elles se sont prolongées. Il y a le coût d'énergie, il y a le bouclier tarifaire, mais enfin, dans sa nouvelle forme, qui pour beaucoup de classes moyennes va signifier des surcoûts très importants. Vous demandez de nouvelles aides, par exemple? Je pense qu'il faut sans doute mieux cibler, et notamment pour les classes moyennes, ces aides-là. Je pense également qu'un certain nombre de produits de première nécessité, de produits du quotidien, de produits alimentaires qui subissent une inflation importante, doivent aussi être pris en considération. Je souhaite que la question des salaires soit posée. Voilà, nous posons depuis maintenant plusieurs années la question du partage de la valeur ajoutée. Sur ces questions-là, la NUP va réorganiser une marche? Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, moi, je vous parle là comme parlementaire. Et c'est ce que j'attends du président de la République ce soir. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que la question du salaire, elle est importante, du partage de la valeur ajoutée, des écarts de richesse. Est-ce qu'on peut encore considérer que le patron d'une grande enseigne, de la grande distribution, gagne 300 fois ce que gagne sa caissière? Et puis, il y a la situation de nos services publics. Et je pense en particulier à cette situation alarmante de l'hôpital. On a vu, et vous l'avez entendu, le monde de la pédiatrie qui s'inquiète parce que l'épidémie de bronchiolite arrive
et qui n'ont pas suffisamment de moyens pour prendre en charge. Il y a une rustine. Il y a déjà des enfants qui sont obligés d'être soignés très loin de chez eux. Absolument. Il y a une rustine qui a été posée, tant mieux, 150 millions d'euros, mais on voit bien que... C'est une rustine, ça. Ben, c'est insuffisant. Dans le débat sur le PLFSS, ce que nous avons dit, c'est le budget de l'hôpital, le budget de la santé est insuffisant. Le gouvernement dit, mais c'est 3,7%, on n'a jamais fait autant. Oui, mais l'inflation n'a jamais été aussi haute. Et pour la première fois depuis toujours, le niveau de l'inflation est supérieur au niveau du budget de la santé, l'augmentation du budget de la santé. Ça veut dire qu'en valeur réelle, défalquée de l'inflation, eh bien, ce sera une baisse de moins 0,6%. C'est 1,5 milliard d'économies, grosso modo. Alors, comment on fait fonctionner un hôpital ? Comment on garantit l'accès aux soins, comment on garantit des qualités de vie au travail, d'exercice de la profession, comment on redonne du sens à un hôpital pour lequel des soignants ont été tellement mis à rude épreuve qu'ils finissent par perdre le goût de leur travail. Ben ça, j'attends évidemment le président de la République sur ces sujets, ça me paraît absolument impératif. Et est-ce que vous souhaitez qu'il intervienne sur la réforme des retraites, qui va être le prochain gros dossier ? Oui, la réforme des retraites, elle est un sujet important. On a été reçu par la Première ministre avec Patrick Kanner, comme tous les présidents de groupe. C'est utile, ces concertations ? C'est informatif, à ce stade. Ce n'est pas de la concertation ? Ce n'est pas un lieu de concertation, non, aucunement. Enfin, c'est jamais désagréable d'être informé. Hein. Je préfère que les choses nous soient dites en face à face plutôt que de les apprendre par la presse, même si vous faites votre travail en l'occurrence. Mais oui, il faut qu'il en parle. Parce que quand je parle de compromis, la question se pose d'abord à cette majorité qui n'a pas de majorité absolue, qui est la plus grosse des minorités, pourrait-on dire. À quoi est-elle prête à renoncer ? Voilà, c'est ça la question. Et vous ? Quel est le compromis que vous êtes prêt à faire sur ce sujet ? Mais sur la retraite à 65 ans, que le système des retraites actuel soit à certains égards injuste, qu'il puisse être amélioré, c'est une évidence. Vous savez, on se construit la meilleure des retraites dans la meilleure des carrières. Et donc, il faut se poser la question du marché du travail des femmes, de l'égalité salariale, une fois encore. Parce que 20% de salaire en moins, c'est 20% de cotisation en moins pour notre assurance chômage. Et c'est à la fin des petites retraites, les carrières hachées, les carrières interrompues, le lien avec l'assurance chômage. Mais sur la question de l'âge, si le gouvernement vous propose de retravailler sur la loi Touraine, c'est-à-dire la loi qui augmente progressivement la durée de cotisation... Mais il ne propose rien, il dit c'est 65 ans. Voilà, il dit c'est 65 ans. Nous, on dit, vous avez supprimé un certain nombre de critères de la pénibilité, il y a un quart des Français les plus modestes qui sont déjà décédés à 62 ans. Il y a une question qui est une question de justice. Prévention de la pénibilité, parce qu'un certain nombre de métiers sont extrêmement difficiles. La prévalence au cancer, par exemple, de ceux qui sont exposés aux produits chimiques est bien plus grande. Il y a des métiers qui sont des métiers pénibles. Il faut évidemment travailler là-dessus. OK pour les 65 ans, mais si à côté de ça, on travaille sur ces thématiques que sont la pénibilité, mais nous, on le demande. carrières longues. On le demande, et je crois que le gouvernement veut le faire, mais parfois il semble le faire, mais le plus souvent il fait semblant. Donc, je veux dire, nous, on sera extrêmement exigeants, extrêmement vigilants, et puis il y a un certain nombre d'hypothèses. Mais est-ce que s'il répond là-dessus, s'il répond sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, sur les carrières longues, est-ce que vous êtes prêt à accepter un recul de l'âge de départ ? Non, je dis sur l'âge de la retraite, non, parce que ça n'est pas la solution, et parce que surtout, ça n'est pas juste. Je dis, ça n'est pas juste de travailler jusqu'à 65 ans. Ça fait des victimes. Qu'est-ce que ça signifie sur la santé ? Qu'est-ce que ça signifie sur l'emploi des seniors ? Qu'est-ce que ça signifie sur l'emploi des jeunes ? Qu'est-ce que ça signifie sur les carrières longues ? Tant qu'ils maintiendront cet âge, ils n'auront pas votre soutien. Non, écoutez, on l'a dit avec netteté quand même, je crois. Un mot, Christelle, sur la loi de programmation de finances publiques ? Oui, qui a été rejetée hier par l'Assemblée. Est-ce que vous vous êtes auto-censuré, comme l'a dit Gabriel Attal, sur la loi de programmation ? Vous avez voté des modifications de la pensée complexe de Gabriel Attal. C'est circonspect comme formule. Est-ce qu'on s'est auto-censuré ? Il veut dire que vous aviez voté des modifications et en ne votant pas le texte final, finalement, ces modifications ne seront pas retenues. Oui, c'est un fait. Simplement, cette loi de programmation, d'abord, c'est sans conséquence, le fait qu'elle n'ait pas été adoptée. Hein. Si ça devait vous inquiéter, j'en sais rien. Ça inquiète beaucoup Gabriel Attal, en tout cas, sur les crédits du plan de relance, notamment. Et sur l'attitude de Bruxelles vis-à-vis de la France. C'est ça. Mais oui, mais d'accord, mais si vous voulez, on ne peut pas demander à des gens... Ça l'inquiète sur l'Europe. On ne peut pas demander à des gens qui ne sont pas d'accord avec la réforme de l'assurance chômage et donc ne mettent pas dans leur compte les économies que le gouvernement en attend, qui n'est pas d'accord avec la réforme de l'assurance chômage, qui donc ne met pas au compte les 10 milliards d'euros d'économies que le gouvernement compte faire, qui est contre un certain nombre de réformes
voilà. On a dit aussi des choses qui sont très simples, et c'est pas inintéressant que les Français le sachent. On a contesté la politique de gestion de la dette du gouvernement. Il y a un problème de crédibilité, même de sérieux budgétaire de la part du gouvernement. À 3 reprises, et encore cet été, le gouvernement a fait des emprunts. Il les a indexés sur l'inflation. C'est-à-dire qu'on a 11% de notre dette, 250 milliards, qui est indexée sur l'inflation. Franchement, il ne fallait pas être très clairvoyant pour accepter, en réalité, de faire des emprunts toxiques nationaux. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura 1% de plus d'inflation, il y aura 2,5 milliards de charges de la dette en plus. En fait, alors que normalement, tout économiste, est capable de savoir que l'inflation, normalement, allège la dette, et bien là, le gouvernement réussit le tour de force de faire autrement. Christelle. Oui, le Parti socialiste prépare son congrès de début 2023. Vous attendez à combien de motions et est-ce que vous savez déjà qui vous allez soutenir? Non, ça n'est pas échappé qu'il y avait un congrès. Je dois vous dire d'abord que c'est des moments de démocratie, les congrès. C'est des moments de débat. Parfois, c'est des moments de conflictualité. Et tout ça, c'est pas un problème. Au contraire. Moi, je suis toujours demandeur... Les conflictualités n'ont jamais été aussi fortes en ce moment. Oh là là. Écoutez, vous regarderez l'histoire tumultueuse du Parti socialiste. Oui, qui vous soutenez? Elle n'est pas toujours... Écoutez, moi, je suis engagé, vous le savez, dans cette NUP. Je ferai valoir aussi un certain nombre de choses le moment venu. Donc Olivier Faure, plutôt. Comme président de groupe, je dirai les choses. Je dirai aussi ce que je crois que doit être aussi le chemin des années à venir. Et j'ai un groupe dans lequel il y a, j'allais dire, à peu près toutes les opinions. Moi, je suis président de groupe, donc je m'exprimerai le moment venu. Donc il y a combien il y aura de motions? Je dois vous dire que je n'en sais rien. Parce que Patrick Kanner, ici au Sénat, lui, il souhaite une 3e voie. Il dit qu'il faut une 3e voie entre Olivier Faure et Hélène Geoffroy. C'est aussi votre avis? Je l'ai entendu. Écoutez, est-ce que j'ai signé la proposition de Patrick Kanner? Moi, je suis le président de groupe aujourd'hui qui, tient un groupe qui est aujourd'hui uni, qui a une vraie cohésion, qui travaille ensemble, qui ne se préoccupe jamais du candidaton de tel ou tel, mais qui se dit qu'est-ce que je pense, moi, comme socialiste, sur tous les sujets. Ce sera vrai sur la question énergétique, ce sera vrai sur la question migratoire pour lesquelles on engage un travail de fond et on continuera de le faire comme ça. Les élections européennes ne sont pas en train, par exemple, de diviser le groupe entre ceux qui voudraient qu'une candidature sans la France insoumise et ceux qui disent discutons et voyons si on peut faire une candidature commune? Je veux dire, je crois qu'on n'en est vraiment pas là. Honnêtement, je pense qu'on n'en est vraiment pas là. Et le Parti socialiste, lui, doit d'abord, je pense, travailler sur ce qu'il veut dire au titre de sa politique européenne. Qu'est-ce qu'il veut dire du projet européen? En plus de ça, dans des circonstances très particulières, où la question de la guerre à nos frontières est posée, de la contestation de nos modèles politiques à l'intérieur de nos frontières est à l'œuvre, en France, mais vous l'avez vu, en Italie. Certains en font quelque chose d'identitaire quand même de cette candidature. En tout cas, notre attachement à l'Europe, il est identitaire. Notre attachement à un projet européen, à une construction européenne. Est-ce que ça veut dire n'importe quelle Europe? Moi, je veux dire, je me définis comme un euro exigeant, pas un euro béat. Pas un eurosceptique. Et l'Europe que je souhaite, c'est une Europe qui ne soit pas naïve dans une mondialisation qui est devenue à bien des égards déloyale, qui ne soit pas naïve dans ses rapports. Et vous pouvez trouver des points de convergence avec LFI là-dessus? Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, moi, je vous dis quelle est ma ligne et quelle est une ligne de force. Si on est capable... Moi, je veux dire, parfois, je me dis, d'autres y croient moins que moi. Mais je crois à la force des idées socialistes. Et j'y crois tellement fort, autant qu'à leur actualité, que je me dis que... il faut les défendre et qu'elles peuvent être contagieuses. Voilà, c'est ce... Un dernier mot, puisque vous avez travaillé avec François Hollande à l'Élysée. Comment vous vivez sa prise de parole dans le débat actuel, notamment ses piques à l'égard de la NUP et d'Olivier Faure? Je ne sais pas si je peux faire un commentaire plus que celui-là. Non, écoutez, moi, vous avez compris, d'une manière générale, j'ai pris l'habitude de ne pas commenter les commentaires et d'essayer de parler de la vie des Françaises et des Français. Vous savez, moi, c'est la seule chose qui me préoccupe. Quand je rentre dans les Landes... toutes les semaines, je reçois ma permanence. Et j'ai des gens qui ont des problèmes de logement, qui ont des problèmes de santé. On ne parle pas de François Hollande. Qui ont des problèmes. Ils me parlent de leur vie et ils attendent que je leur parle de la leur. Merci Boris Vallaud. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de la dépêche, disparition de Justine, la piste criminelle. C'est dans le Lot. Merci beaucoup Christelle d'avoir été avec nous. Merci Boris Vallaud. Merci. On passe tout de suite au Club des Territoires.